Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous disais, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, voilà, je vous l'avais dit, je vous l'avais annoncé lundi dernier. La raison pour laquelle je n'ai pas streamé mardi, bien évidemment, c'est parce que lundi soir, on avait le D&D Content Creator Summit. Ça a duré jusqu'à 4h du matin à peu près. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été abordées. De 17h30 à peu près, 18h jusqu'à 4h du matin. On n'a vraiment pas chômé, loin de là. Donc voilà, on se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo qui s'annonce un petit peu plus longue, enfin beaucoup plus longue que d'habitude parce qu'il y a énormément de sujets à aborder et je pense que ça peut vous intéresser d'avoir donc des retours là-dessus. Donc le D&D Creator Summit s'est passé. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été abordées, des choses difficiles, des choses qui le sont moins. Mais voilà, il y a eu beaucoup de sujets à aborder que je vais faire donc aujourd'hui dans cette vidéo. J'en profite pour prendre mes notes avec moi. Je vais essayer de prendre les notes sans vous montrer de trucs que je ne suis pas autorisé à vous montrer parce qu'évidemment, même s'il n'y a pas de NDA, de contrat de non-divulgation, d'accord de non-divulgation, il y a quand même des choses qui ont été montrées et qui ont été annoncées. J'ai notamment beaucoup d'infos sur la charte graphique du prochain de One D&D. J'ai plein d'illustrations qui sont passées, des infos que je ne peux pas vous montrer, donc je vais essayer de vous résumer ça à l'audio parce que c'est un peu particulier. Je ne peux pas vous montrer de choses, mais je peux vous en parler. C'est le seul truc qu'il y a eu comme directive. Donc voilà, on se retrouve donc ensemble pour parler de tout ça. Je suis désolé, je tourne autour du pot parce que j'essaie de reprendre toutes mes notes. Alors, le D&D Creator Summit, qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, on a été invité, moi et à peu près une centaine d'autres créateurs de contenu, créatrices de contenu, Donjons et Dragons, en ligne ou sur place pour certains, par Wizards of the Coast. Voilà, moi j'ai dû me rendre évidemment en ligne puisque c'était aux États-Unis et jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas pu aller jusqu'aux États-Unis. Mais voilà, on a reçu donc un mail qui nous demandait de ne pas en fait filmer, de streamer ou de vous montrer des choses en fait qui étaient directement liées au summit pour la bonne et simple raison qu'il y a des gens en fait dans le summit dont on n'a pas demandé l'accord pour être filmé ou être représenté, etc. Donc voilà, il y a eu un mail qui a été envoyé en disant voilà, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous pouvez parler de tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, mais il y a des informations sensibles, il y a des gens, il y a du staff de la sécurité. Attendez, il y avait non-public facing staff, donc des gens des gens qui travaillent là, qui ne veulent pas être le visage, qui ne veulent pas être reconnus, ou en tout cas voilà, pour le respect de la vie privée. Nous demandons donc de ne pas filmer, de ne pas donc divulguer tout ça. Alors moi vous pouvez enregistrer, vous pouvez filmer, etc., mais de ne pas le divulguer. Parce que voilà, il y a toute une série donc de personnes qui vont intervenir qui ne veulent pas être la face visible sur vos contenus, etc. Donc veuillez respecter leur vie privée. Donc ça c'est un peu la condition dans laquelle on a été donc invité. Voilà, vous êtes donc libre donc d'enregistrer les entretiens et pour vos notes personnelles, mais vous êtes également libre de partager les informations durant l'événement. Donc voilà, ça c'est un peu les conditions dans lesquelles on était donc invité. Donc voilà, pour donner un peu de contexte, il y a beaucoup de sujets qui voulaient être abordés. D&D voulait un peu apporter. Salut Kat, j'espère que tu vas bien. D&D donc voulait un peu inviter les créateurs et créatrices de contenu de manière générale qui tournent autour de leur univers, et ils ont surtout voulu inviter donc les personnes qui avaient donc des critiques positives, négatives, mais surtout constructives vis-à-vis donc du jeu. Vous le savez évidemment, Donjons Dragons n'est pas un jeu qui est parfait, loin de là. Et en tant que fan et surtout personnalité du milieu JDR FR, voilà, je n'ai pas caché mes critiques vis-à-vis de Wizards of the Coast par le passé. Même vis-à-vis du jeu en lui-même également, l'histoire de l'OGL l'a encore montré dernièrement. Mais voilà, ça reste mon jeu de cœur, ça reste... salut Altamira, bienvenue à toi. Voilà, donc je fais mon maximum pour vous rapporter les informations comme prévu. Et du coup, il y a eu pas mal de gens qui sont connus dans le milieu, qui ont été vachement critiques vis-à-vis donc des derniers mois.
Je peux vous en citer quelques-uns, hein. J'étais dans la room avec Ginny D, avec Destructo Boy, j'étais avec Sly Flourish, etc., etc. Il y avait quand même pas mal de grosses personnalités internationales, américaines principalement, mais bon, au niveau international maintenant. Donc voilà. L'événement, comment est-ce qu'il s'est organisé? Donc l'événement se divisait en 3 parties à la base, mais ça s'est divisé en plusieurs autres parties également. Vous allez vous en rendre compte, il y avait pas mal de choses à aborder. Donc la première partie, c'était tout simplement donc une partie d'où on avait en fait ils disent les remarques, mais en tout cas les indications de Cynthia Williams et Dixon Dubow. Si vous connaissez pas Dixon Dubow, c'est une grosse personnalité chez D&D. C'est le créateur Relations, donc c'est celui avec qui on a des contacts quand on veut, et quand on est créateur de contenu, ou si on a des financements ou des OPSP ou des trucs comme ça, principalement aux États-Unis, hein, je vous rappelle. Mais voilà, donc Dixon, c'est vraiment la personne de contact qui s'occupe vraiment de cette relation avec les créateurs de contenu de manière générale. Ensuite, on avait techniquement 2 sessions de 2h30, 3h chacune. La première sur D&D Beyond, la deuxième sur le Virtual Tabletop. Et également surtout une explication générale, globale et complète de ce que One D&D allait proposer comme changement, comme modification. Donc voilà, on va en parler de tout ça, puisqu'il y a aussi une 4e étape qui s'est ramenée, qui est une question, qui a été un peu une section AMA, donc Ask Me Anything. Donc posez-moi n'importe quelle question et je vais y répondre. Et en fait, cette session-là a été, je veux dire, glaçante, pour la bonne et simple raison que, en fait, on a parlé de la gestion de l'OGL, l'histoire de l'OGL. Vis-à-vis des créateurs de contenu, parce que les créateurs de contenu, de manière générale, de répondre aux problématiques, avoir une réponse claire. Donc l'objectif, c'était d'inviter à peu près une centaine de personnes à travers le monde pour pouvoir tout simplement poser des questions en direct avec Wizard of the Coast. Et du coup, c'était très cool. Il y a eu beaucoup de soucis techniques. Bienvenue, salut Yubinuki, bienvenue à toi. Beaucoup de problèmes techniques pour ceux qui étaient en ligne, parce qu'il y a eu des soucis. Salut Musica, j'espère que tu vas bien également. On a commencé assez tard, mais c'était cool. C'était cool de pouvoir avoir un contact direct. Alors, moi, la première session, on va commencer vraiment à rentrer dans le tas. Notre première session, mon groupe à moi, on a eu donc la possibilité de s'entretenir avec Amy Dallen. Si vous connaissez pas Amy Dallen, une ancienne de Geek and Sundry qui est maintenant qui travaille pour D&D Beyond. J'ai oublié son poste concret. Salut Isandrina, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps Isandrina. Donc on a eu un entretien avec Isandrina, avec Amy Dallen, avec qui j'ai pu donc poser pas mal de questions. Notamment pour pouvoir un peu directement mettre les pieds dans le plat autour donc des traductions en français, autour donc de ce qu'on appelle la localisation, donc le fait d'avoir par exemple Beyond en français également, autour donc du virtual tabletop, de comment est-ce que ça va fonctionner, etc. Alors globalement, Amy n'a pas plus d'informations que ça à donner, mais de ce qu'elle en sait et de ce que les choses évoluent, il y a donc des efforts et des moyens qui ont été mis en place, notamment pour ce qu'ils appellent donc toucher un reach, un plus grand audimat à l'international. Donc il y a des efforts qui vont être mis en place. Je suis désolé, je vais commencer à beaucoup parler, donc je risque d'avoir de l'air qui arrive en même temps que je parle. Bref. Donc il y a des efforts qui sont mis en place pour la localisation, les traductions. Actuellement, le premier gros test qu'ils ont fait, c'était avec la version italienne du Player Handbook. Donc pour celles et ceux qui sont sur D&D Beyond, vous pouvez avoir donc le Player Handbook, donc le livre, le manuel des joueurs. Voilà, c'est ça, le manuel des joueurs en italien. Et du coup, il y a des premiers tests qui sont mis en place pour justement voir comment se portent les localisations, comment se font les traductions, etc. Mais que voilà, l'histoire de D&D dans les autres langues est tumultueuse.
pas juste en France, hein, en français, en francophone, mais également en germanophone, mais également en japonais, en espagnol, etc., etc. Donc voilà, il y a des efforts qui vont être faits, qui vont être principalement dédiés à One D&D pour que, en fait, leur objectif, ce serait que les livres en français sortent en même temps que les livres en anglais, en allemand, en espagnol, en brésilien, enfin en portugais, etc., etc., etc. Donc voilà, ça c'est leur objectif très clairement, c'est la raison pour laquelle ils ont récupéré toutes les licences de traduction, etc., etc., et qu'ils essayent de rattraper la gamme du mieux qu'ils peuvent. Tout ne sera pas traduit. Ils considèrent que qu'ils vont traduire en 5e édition d'ici la sortie de One D&D, donc les livres qu'ils considèrent comme étant vraiment centraux à la sortie donc de One D&D, des trucs du genre le Radiant Citadel, évidemment PHB, donc Player Handbook, DMG, donc Dungeon Master Guide, le Bestiaire, le Tasha, le Xanatar, quelques campagnes, etc., etc. Mais on en parlera un petit peu plus tard. Voilà, donc ça c'est ce qu'elle a comme information. Pour le Virtual Tabletop, on en parle un petit peu plus tard, un peu plus tard dans la vidéo, parce que là, les questions ont été répondues et je ne voudrais pas vous perdre en cours de route. Alors, je regarde un peu donc ce que d'autres personnes, parce qu'évidemment on s'est contacté après pour pouvoir du coup recouper nos informations. Donc on est donc qu'est-ce qu'il y a eu d'autres informations? Voilà, il y a eu plusieurs remarques qui étaient un peu dommageables, c'est-à-dire que certaines personnes ont eu la possibilité de discuter avec Dixon, d'autres avec Amy, d'autres avec d'autres personnes de la team D&D Beyond, donc on n'a pas eu les mêmes informations, on n'a pas pu aborder les mêmes choses tous ensemble, et en fait la question principale a été rapidement posée, c'est pourquoi en fait est-ce qu'on a été invité à ce fameux summit? Quel était le but en fait du summit en question, et globalement la réponse a été donc d'avoir une écoute active et de pouvoir donc interagir en direct avec les gens de Wizards of the Coast pour les personnes qui ont des questions. Et ça c'est quelque chose qui moi m'a quand même pas mal plu, c'est de pouvoir avoir un moment, un ou plusieurs moments Indestructible, c'est ça le nom de la personne, j'avais oublié, avoir une interaction directe, ce qui est un peu le souci avec ces grosses boîtes comme ça, c'est que comment tu contactes les gens, comment est-ce que tu peux interagir avec eux. Eux, ça fonctionne via les réponses, les playtests, les surveys, hein, les questionnaires qu'ils posent en ligne. Mais la vérité, c'est que c'est difficile à interagir avec eux, et que également de leur côté, ils se rendent compte que c'est difficile d'avoir d'avoir des gens qui interagissent avec eux. Donc voilà, l'objectif du summit, c'était donc de pouvoir écouter nos remarques, nos questions, ceux qui nous concernent, etc., etc., et de montrer que voilà, ils font des efforts pour s'ouvrir. Et surtout d'avoir donc du feedback direct des personnes les plus concernées par la licence à travers le monde. Donc voilà, leur objectif c'était clairement que les gens soient honnêtes et que l'événement soit le plus constructif possible pour que l'on puisse tout simplement faire remonter toutes les remarques possibles et imaginables. Et croyez-moi, mesdames et messieurs, qu'en 11 heures, des remarques et des critiques et des retours, ils en ont eu pour leur argent, on va dire. Donc voilà, le summit a été décrit comme étant un petit test qu'ils voudraient faire à plus large échelle plus tard. Donc voilà, c'était vraiment pas mal pour eux de mettre ça en place. Donc je regarde un peu... Donc ça c'était donc la première partie, c'était vraiment, je regarde mes notes en même temps, hein, vraiment la première partie où on a pu poser des questions là-dessus, donc sur D&D Beyond, etc. etc. Il y a eu plusieurs questions qui ont été posées, mais ça c'est pas vraiment des choses qui nous concernent à nous, notamment sur les copies presse et les copies créateurs, etc. etc. Je crois que ça c'est pas vraiment hyper intéressant. Et on va directement switcher sur la deuxième session, donc la deuxième partie donc, de l'événement, qui est donc la session qui s'appelle D&D Beyond and Beyond. Alors, je vais juste boire un coup d'abord. Donc, on a été donc accueilli par Dan Rawson, je pense, qui est VP
SVP pardon, de Donjons Dragon et de Marjorie, voilà, Marjorie Layman, VP et de D&D Beyond. Donc on a eu pas mal donc de questions et donc de sujets abordés autour donc de cette seconde session. Et on va tout simplement aborder donc la première partie. J'ai le document devant moi, voilà, je le prends, voilà, D&D Beyond. Alors comment est-ce que ça se présentait? On avait donc plusieurs volets autour donc de la plateforme D&D Beyond. Qu'est-ce que c'est donc que Beyond? Pour celles et ceux qui ne le savent pas, qui disent mais t'arrêtes pas d'en parler Naët, qu'est-ce qui se passe? En fait, D&D Beyond, c'est la plateforme en ligne, c'est leur objectif. Et là, je vais reprendre mon tweet parce que je l'avais bien construit, je trouve, à ce niveau-là. Ok. Donc Beyond, c'est la plateforme en ligne sur laquelle vous retrouvez tout ce qui est PDF, tout ce qui est création, etc. Donjons Dragon. C'est une plateforme qui permet de créer des personnages, qui permet de créer beaucoup de choses en fait, d'avoir en fait tous vos bouquins sur une seule library, dans une seule bibliothèque en ligne, et de pouvoir par exemple télécharger l'application et de pouvoir par exemple avoir ça sur votre téléphone, d'avoir d'autres fiches de personnages sur votre téléphone avec des animations, avec des dés en 3 dimensions, etc., etc., etc. Mais à l'avenir, donc Beyond désire surtout devenir une sorte de hub où même en fait les créateurs tiers peuvent mettre leurs créations aux côtés de sorties beaucoup plus officielles. Un endroit où on pourrait par exemple trouver les news, comme c'est le cas actuellement, un forum, des réponses, des questions, des idées, etc. Mais également à l'avenir pouvoir également proposer un marketplace pour que les personnes puissent soit monétiser, soit créer, soit vendre leur création. Évidemment, vous connaissez la DMs Guild, etc., etc. Alors, j'en profite. Voilà, les objectifs sont donc de rendre le jeu plus facile à lancer et préparer pour l'avenir. Donc ils aimeraient bien que Beyond soit un peu la référence, comme nous on a sur d'autres sites français, pour du coup se lancer et préparer le jeu rapidement, pouvoir jouer en mobile et tout avoir sur une seule plateforme, donc ne pas multiplier les livres, ne pas se dire j'ai besoin d'avoir accès à un truc, à un autre et un troisième, d'avoir 3 programmes différents plus les livres. Leur objectif ce serait de tout avoir ensemble sur une seule plateforme, que ce soit le virtual tabletop, la banque de données, les achats, etc., etc. Ils veulent également que Beyond donc s'ouvre pour les néophytes et puisse s'ouvrir plus facilement aux partenaires et aux publishers via un site commun. Donc ça c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc le futur de Donjons Dragon reste évidemment, donc ça c'est beaucoup de questions autour de ça, sur la version papier. Parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur oui, mais est-ce que vous comptez vraiment encore promouvoir la version papier? Alors oui, mais ce qui donne l'impression du contraire, en fait, c'est parce que le virtuel actuellement prend beaucoup de place du côté de D&D pour plusieurs raisons. Il y avait eu l'histoire du Covid, il y a aussi la maintenance, etc. Vous vous souvenez de la discussion sur quand tu dois mettre une règle à jour, comment tu fais avec les versions papier? Tu peux pas récupérer les livres et en renvoyer des nouveaux, c'est pas possible. Donc voilà, les versions papier continuent d'exister, c'est juste qu'il y a beaucoup plus d'investissements qui se font sur le virtuel parce que à l'avenir, ils voudraient faire accompagner le Virtual Tabletop, le VTT, et proposer une expérience similaire en fait que sur table, mais avec l'appui du Virtual Tabletop et Beyond, voilà, car des grosses parties en fait de leurs joueurs se jouent tout simplement en ligne. Actuellement, ils avaient donné des chiffres. On n'est pas loin de moitié-moitié. Il faut savoir qu'à peu près la moitié des gens jouent en ligne à D&D, mais rien ne change vis-à-vis de la version physique. Ça continuera à sortir, bien évidemment. C'est juste qu'ils veulent pouvoir proposer une solution pour les gens qui jouent en ligne. Donc c'est normal qu'on ait l'impression qu'ils mettent des investissements dedans. Je vous l'avais dit, il y a donc des projets pour les traductions et la localisation de Beyond. C'est en cours pour différentes langues. Ils ne peuvent pas trop nous en dire pour le moment, mais c'est un projet, c'est quelque chose qu'ils ont déjà dans leur carnet en tête depuis très longtemps. Donc je vous rassure, les traductions, ça arrivera. Je n'ai pas de date parce que là pour l'instant les équipes sont bouffées entre One D&D, mettre à jour Beyond. Il y a plein de projets pour l'instant, c'est un peu un fourmillement. Et du coup donc Beyond continue donc également un process autour des contenus problématiques. Donc ça c'est un point qui était très important, qui était régulièrement relevé par les gens en disant que par exemple l'histoire qu'il y avait eu avec les A2I sur Spelljammer, il y a eu énormément de drama, je veux dire du drama, mais il y a eu énormément de backfire sur l'histoire des contenus problématiques.
et que voilà, la question était est-ce qu'on va pouvoir continuer à jouer avec le contenu de la 5e édition avec One D&D. Évidemment, ce sera toujours, les deux seront sur D&D Beyond et vous pouvez avoir accès et vous aurez toujours accès à vos achats de 5e édition, tout comme à ceux de One D&D. C'est simplement qu'il y aura la petite étiquette Legacy dessus, c'est-à-dire que ce sera une ancienne édition. Et il y a du travail pour proposer également d'anciens settings et du coup se poser cette fameuse question des contenus problématiques. On se souvient l'Orient Adventure de la 3e édition, qui était hyper problématique sur plein de sujets. Et donc là, Daniel Kwan, qui était présent aussi, a pas mal réagi là-dessus, puisque c'est vraiment la personne qui a vraiment fait ressortir ce problème-là au devant de la scène. Et il disait voilà, donc l'objectif ce sera de retravailler sur tout ça, de les proposer petit à petit en ligne, et évidemment, avec les moyens actuels, de développer et de changer ces problématiques-là pour en faire quelque chose qui se veut être le plus ouvert, puisque c'est l'objectif, c'est d'être le plus accueillant, le plus inclusif et surtout le plus... Attends, je vois qu'il y a des gens qui posaient la question. Oui, ok, ça va. Donc voilà. J'essaie de vous faire un résumé, hein. C'est des trucs, ça a duré des heures et des heures et des heures, donc voilà, donc c'est ça. Donc faire donc la préparation et le jeu plus rapidement, une expérience mobile, mieux accueillir donc les nouveaux joueurs, ouvert aux partenaires et autres publishers, donc publicateurs, non, je sais pas. Et du coup donc il y a aussi pas mal donc de structures en interne, et il s'est posé donc toute une série de questions pour le volet suivant, c'est qu'est-ce que nous devons construire ensuite. Donc là c'est la team Beyond qui a sollicité donc auprès de l'audience pour des questions. Donc on a posé toute une série de questions, donc des gens dans la salle, des gens en ligne, etc., etc. Alors, est-ce que D&D Beyond et évidemment le Virtual Tabletop seront du coup open pour tout ce qui est homebrew, donc les créations personnelles d'un point de vue outils, donc c'est-à-dire est-ce qu'on aura des outils pour pouvoir le faire, est-ce qu'il y aura donc un marketplace pour toutes ces créations maison, et si c'est le cas, comment est-ce que donc ce contenu sera modéré, et comment est-ce que D&D Beyond va être monétisé, donc monetize, je sais pas comment le traduire à l'avenir. Donc l'équipe de Beyond a répondu très clairement qu'ils étaient très enthousiastes et qu'ils étaient entièrement dans cette optique-là. Donc la team du coup a évidemment monétisé, c'est bien, ok, merci Musica. La team a évidemment mis en avant leur expérience technique sur le fait de construire donc un marché, un marketplace, donc un shop avec des outils, des outils, hop, excusez-moi, je reçois des messages en même temps, des outils donc pour des outils digitaux. Coucou, salut Jaggy. Voilà, ils veulent permettre en fait la création de contenu personnalisé, mais ils n'ont pas encore de détails à l'heure actuelle sur la timeline pour les fonctionnalités que Beyond va pouvoir proposer à l'avenir. Donc là pour l'instant ils sont vraiment dans cette phase. Il faut savoir que globalement, là actuellement ils sont dans cette phase de pré-alpha, de préparation en fait de cette nouvelle série de changements. En parlant donc des third party, donc les contenus tiers, et tout ce qui est contenu Virtual Tabletop, est-ce qu'il y aura des restrictions ou sur qui aura accès au contenu, par exemple pour le portage? Alors ici ils répondent, donc voilà, j'ai noté, donc on veut que le contenu et l'accès donc ce soit le plus large possible, donc faire des partenariats est quelque chose que nous avons déjà fait par le passé avec donc d'autres virtual tabletop donc partenaires. Ils vont continuer à faire ça. Nous avons donc entendu de manière claire et forte que ça vous posait donc de grosses questions, donc à ce niveau-là, D&D restera accessible à première vue sur les autres virtual tabletop. Il n'y aura pas de changement à l'heure actuelle. Je regarde un peu parce qu'il y a plein de questions qui ont été posées. Par exemple, le IP, donc l'identification, etc., etc. pour la communauté.
Ah voilà, quelles étapes sont prises afin de considérer que l'équité dans le prix, par exemple en fonction des pays et du marché, avec différents challenges socio-économiques, par exemple l'accessibilité et le prix régionaux quelles vont être les étapes donc, pour prendre ça en considération. Là actuellement, il n'y a pas encore eu de réflexions qui ont été posées là-dessus, parce qu'évidemment vous savez qu'en fonction de là où vous êtes dans le monde, le prix des bouquins ne sont pas les mêmes. C'est ce qu'on appelle évidemment donc l'equity, donc l'équité au niveau des prix. Évidemment, si vous êtes dans un pays avec des difficultés, avec des revenus plus faibles, globalement les livres sont moins chers. Globalement. Alors, je regarde en même temps. Voilà, localisation de Donjons Dragons, des contenus dans les autres langues. Donc, la localisation, le fait donc d'avoir des trucs en traduits, etc., est toujours quelque chose qui est en discussion en interne. Ils ont donc fait savoir qu'il y a donc des intentions globales qui ont été posées sur D&D Beyond pour justement y parvenir. Voilà, actuellement, donc tant que les fondations de l'avenir de Beyond n'est pas établi, donc ce qu'on était en train de faire actuellement, voilà, on ne peut pas aller plus loin. Voilà. Donc ça, il y a eu plein d'autres, évidemment, plein d'autres de questions sur les local game stores, etc., etc. Je vous évite tout l'aspect chiant. Est-ce qu'il y aura donc des trucs, comment on dit, requirements? Quelles seront les choses absolument à avoir? Quelles sont les choses pour pouvoir utiliser le Virtual Tabletop? Les prérequis, voilà, les prérequis, merci. Pour le Virtual Tabletop, l'objectif du Virtual Tabletop est d'être joué absolument sur tout. Absolument sur tout. C'est ce que je vous expliquais donc avec les mécanismes, le fil de l'application, etc., etc. Donc l'objectif pour eux c'est vraiment que le Virtual Tabletop se joue sur un maximum de devices, donc de consoles. Quand je dis des consoles, c'est également les consoles portables qui puissent être jouées sur des tablettes, puissent être jouées sur des ordinateurs, sur des téléphones. Téléphone, il a expliqué que c'était être un peu difficile pour la taille des téléphones, mais globalement sur des tablettes, sur certaines consoles de salon, etc. Voilà, leur objectif c'est vraiment d'être le plus accessible pour tout le monde, et que leur objectif c'est que le Virtual Tabletop ne consomme pas autant de ressources que ce qui pourrait paraître, puisque actuellement quand tu as des Tailspire qui fonctionnent à merveille, voilà, leur objectif c'est que même si vous avez un toaster en tant qu'ordinateur, vous puissiez jouer avec et qu'il n'y ait pas de soucis à ce niveau-là. Il y aura peut-être des modifications techniques à avoir, hein, par exemple diminuer les graphismes et tout, mais que l'application puisse tourner. Également du côté des streamers et des streameuses, hein, avec OBS et tout. Donc il y a actuellement en fait le Virtual Tabletop est en phase de pré-alpha. Donc on n'est même pas encore dans une phase où le Virtual Tabletop peut être proposé. On est sur une phase de pré-alpha où leur objectif c'est d'avoir un maximum de retours pour savoir vers quoi se diriger et peut-être se focus en priorité. Et en parlant donc de timing, et là je vais reprendre le tweet que j'avais fait. L'objectif donc de Virtual Tabletop Donjons Dragons, ce sera qu'en 2023 on se focus sur les mécanismes, donc ce qu'ils appellent les règles du cœur, les règles centrales pardon, et surtout le fil de l'application. C'est-à-dire que l'objectif c'est de savoir par exemple le user interface, hein, le UI, le user experience, etc., etc. La facilité de pouvoir par exemple développer des choses, etc., etc. Donc ça c'est vraiment 2023, il se lance seulement maintenant sur le Virtual Tabletop de manière beaucoup plus sérieuse. On a eu toute une série de photos que je ne peux pas vous montrer malheureusement sur le développement de l'application, d'où ils viennent et où est-ce qu'ils vont. 2024, ce sera donc la création de miniatures. On aura donc un outil pour pouvoir créer nos propres personnages dedans, à la manière, hein, par exemple, de Hero Forge, etc., etc. De pouvoir avoir des outils de world building, des rencontres également,
le mix ou le remix en fait de contenu de Beyond pour du homebrew et un accès donc plus large pour les testeurs. Donc on aura la possibilité donc de pouvoir importer des choses de D&D Beyond et même des choses qui sont du coup fait maison sur le Virtual Tabletop. Donc ça c'est vraiment l'objectif 2024, de pouvoir transférer ça, de passer de banque de données à une autre sans qu'il y ait des soucis sur l'application, et de pouvoir donc importer tout ça petit à petit pour que ce Virtual Tabletop réponde à tout ce que les gens attendent de notre côté. Et du coup, à partir de 2024, il va y avoir un accès beaucoup plus large à l'application. Là, donc nous en mai, je dis nous, genre les influenceurs, influenceuses. D'ici mai, on va avoir un premier accès au Virtual Tabletop que je vais pouvoir vous montrer pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, etc. et suivre l'évolution. Et à partir de 2024, il y aura donc probablement une bêta qui sera proposée pour avoir un maximum donc de retours. Étape suivante, 2025. Étape 2025, c'est amélioration des outils de création, avoir un hub de partage des utilisateurs et de leur création, donc d'avoir vraiment un endroit où, comme pour Talespire, où les gens peuvent proposer leur création, d'avoir des outils également qui leur permettent par exemple de créer leurs propres éléments, de pouvoir par exemple mettre une fenêtre, un mur et de pouvoir les combiner ensemble pour avoir un mur avec une fenêtre. De pouvoir créer des scènes, de pouvoir les proposer donc sur la fameuse plateforme Beyond que je vous explique depuis maintenant un bon moment, de pouvoir donc développer tout ça sur un seul et même endroit, de pouvoir se les changer, de pouvoir les importer dessus, avoir une amélioration globale de l'application avec les retours qu'ils ont eu donc depuis 2023. Et en fait mettre également en place un loop de feedback, donc ça, de mettre en place un outil qui est rapidement accessible pour du coup faire des feedbacks avec l'équipe pour une sortie définitive fin 2025, début 2026. Donc là ils se mettent vraiment 3 ans pour pouvoir prendre le temps de développer l'application correctement, et du coup on aurait donc une sortie définitive fin 2025 pour 2026. C'est à peu près les dates qui ont été sous-entendues. Alors, je l'ai expliqué, le Virtual Tabletop, donc Beyond, ouvertement, sera le centre d'accès au Virtual Tabletop. L'idée donc sera d'avoir également la plateforme sur console, comme je vous disais, pour jouer via téléphone, tablette ou console de salon, et ne pas se limiter au PC. L'application sera en standalone, très important, selon l'état actuel du développement. Donc il n'y aura pas de on joue en ligne, etc. Ce sera une application standalone. Donc vous l'achetez et normalement c'est tout. L'équipe de dev ne peut pas trop s'avancer sur l'importation de contenu homebrew car il y a encore beaucoup de chemin avant. Donc ils en ont un peu parlé, mais ils disent voilà, on a encore énormément de chemin avant d'en arriver à cette étape-là, mais ils veulent pouvoir le permettre à un moment donné. Donc ça c'est un truc qui est très important et c'est pour ça qu'ils ont répondu oui directement. Parce que voilà, il y a énormément de choses à faire avant de se dire ah ben attends, cet élément-là va être mis dans le Virtual Tabletop. Au niveau transaction et économique, ça a été une question qui a été posée assez rapidement. Le VTT, le Virtual Tabletop, Donjons Dragons, actuellement ne se développe pas pour être de la microtransaction, et une plateforme d'échange entre créatrices est prévue justement pour rassurer un maximum de gens. Ils ne savent pas trop s'ils veulent en faire une application qui est compris dans un bien le bonjour, salut Madrat, salut. Mais voilà, il y a aucune réponse claire qui n'a été donnée pour le moment sur cet aspect-là. Il y a une rediscussion derrière, je reprends mes notes là-dessus. Donc voilà, actuellement en fait, l'équipe de dev et l'équipe du marketing sont toujours en discussion. Lui, en tant que développeur, donc le responsable du Virtual Tabletop Donjons Dragons, a ouvertement dit que c'était pas son objectif. Parce ils ont entièrement conscience qu'un produit qui est trop coûteux, un produit qui ne concerne que D&D, n'intéressera pas les gens à venir dessus. Même si c'est la meilleure plateforme du monde, etc., s'ils ne travaillent pas pour donner envie aux gens de développer des objets, de créer des choses, en fait, s'ils ne donnent pas les éléments que demande la communauté sur leur outil, personne n'ira dessus, puisque pourquoi aller potentiellement payer une application ou un abonnement pour pouvoir par exemple utiliser, comme il y a avec Beyond, vous payez l'abonnement Beyond et vous avez accès au Virtual Tabletop.
Ils savent très bien que s'il s'agit juste de payer l'utilisation de la plateforme et de ne pas avoir de choses exceptionnelles dedans, voilà, qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un d'aller voir ailleurs? Ils en ont entièrement conscience. Si c'est trop coûteux, si le fait de n'avoir que sur cette plateforme que Donjons et Dragons, rappelez-vous, c'est pas comme genre Roll20, etc. Vous pouvez jouer à tous les types de jeux que vous voulez. Non, là, c'est juste du Donjon Dragon. Donc je veux dire, tu vois, c'est assez restreint. Il faut qu'ils créent une base qui permette aux gens de se dire, ok, ça vaut la peine d'investir dedans. Et donc voilà, ça c'est rien n'est tranché, mais ils en ont entièrement conscience et que c'est le gros de la discussion qu'ils ont actuellement avec donc l'équipe de dev. Il y a eu pas mal de questions sur le mentorship. Tac. Donc voilà, et là on va donc switcher sur la présentation un peu plus officielle. Voilà. Pas rester plus, on me propose un repas dans un... Pas de soucis, Katz. Salut. Voilà. Alors, il y a eu énormément de questions. Normalement, on devait switcher sur OneDND après, mais il y a eu un peu une prise, on va dire, une prise de position très claire de la part donc des personnes invitées. Autour donc de Donjons Dragons. Et pour vous répondre globalement, leur objectif, il y a eu énormément de questions sur ce qui s'est passé avec l'OGL, ce qu'ils appellent l'OGL fiasco. Voilà, globalement je vais vous donner donc la réponse de Dixon. La réponse donc de Dixon, de la personne qui du coup qui a été je vais pas dire responsable de cette situation là, mais attendez, je vais vous reprendre son message, pas son message, sa prise de parole, elle est juste là, voilà. Alors, pour répondre à l'histoire de l'OGL, lorsqu'on a posé des questions sur ce qui s'était passé, etc., et une demande de retour en fait là-dessus, de pouvoir interagir sur cette histoire, Dixon répond que voilà, nous avons perdu de vue à ce moment que D&D était avant tout un dialogue. C'était un dialogue entre le MJ et les joueurs, c'était un dialogue entre les créateurs et la communauté, et c'était un dialogue entre Wizards of the Coast et la communauté, c'est-à-dire vous. Cela étant dit, même si je ne suis pas du tout heureux de la confiance que nous avons brûlée, que nous avons perdue dans l'histoire, je suis au moins heureux de l'endroit où nous avons atterri à l'heure actuelle. Je suis triste qu'il ait fallu pour cela en arriver là. Le fait que le SRD soit maintenant dans le Creative Commons de manière irrévocable est le signal le plus fort que nous nous engageons à garder D&D le plus ouvert et inclusif possible, et que nous reconnaissons qu'il est construit sur une communauté et qu'à aucun moment c'est quelque chose qui devait être mis hors de votre portée. Tac, et il a donc enchaîné avec voilà, cette phrase, enfin cette discussion-là. Il ne devrait jamais y avoir de situation où, en tant que créateur, vous vous sentez en danger, vous ou votre plateforme, à cause de la personne avec laquelle vous avez choisi de travailler. En outre, comme nous l'avons dit dans notre mise à jour de la communauté, nous encourageons toujours la critique ouverte. Mais nous voulons que cette critique soit dirigée vers nous, pas vers vous. À cet égard, nous étudions les mesures à y prendre pour y parvenir, mais permettez-moi d'être tout à fait clair. Nous voulons que ces commentaires nous soient adressés, donc vis-à-vis donc, de l'histoire du fiasco de l'OGL. Énormément de gens ont réagi là-dessus. Il y a eu un moment assez difficile où voilà, plusieurs personnes ont expliqué tout simplement leur business qui se faisait éclater la gueule parce que voilà, il y a eu l'histoire de l'OGL et il y a eu une chasse à la sorcière. Alors c'est un truc qu'il y a eu il n'y a pas eu en francophonie, enfin moi j'en ai eu quelques-uns des trous de balle. Salut Godsby. J'en ai eu pas mal des trous de balles qui m'ont fait des remarques à la con sur ouais mais Donjons Dragon, ouais t'as vu, regarde ce qu'ils font, etc. Moi je vais aller voir ailleurs. Mais concrètement, au lieu d'insulter en fait le créateur ou la créatrice de contenu, en fait, allez plutôt vous diriger vers Wizards of the Coast, parce que, enfin, je veux dire, en soi, nous, on n'est pas payés, Nous, on n'est pas payés, Donc venir nous insulter nous comme si on était en fait, nous, on est la vitrine. Les gens pensent que nous, on a en fait, derrière la caméra, il y a quelqu'un de Wizards qui est en train de me dire, tu dois dire ça, et j'ai un contact direct avec eux. C'est pas vrai, C'est pas vrai, Nous, on n'a pas de contact direct avec eux non plus. Mais comme on est la face visible du jeu,
eh bien on a ce job, enfin on a cette étiquette de si on vous parle à vous allez pouvoir les contacter eux parce que vous êtes important et qu'ils ne peuvent pas se permettre de vous esquiver. Et du coup il y a énormément de gens qui ont pris des grosses baffes dans la gueule, du harcèlement, des menaces, etc., justement parce que ils ont dit qu'ils voulaient continuer à faire du Donjon Dragon. Je savais pas que tu faisais partie du service après-vente de Wizard. Écoute, voilà. Donc voilà, il y a eu énormément de choses qui ont été du coup abordées. On dit bonjour à la personne à côté de Naïd, voilà. Bonjour, illustre personne inconnue. Et donc voilà, donc il y a eu pas mal de réponses là-dessus en disant voilà, c'est dommage quoi, enfin c'est dommage, c'est entièrement de notre faute. Attends, je vais le préciser, parce que c'est une question surtout d'intention. Je vous explique, c'est des trucs qui ont duré 3-4 heures à chaque fois, donc c'était très très long. L'intention était très claire. Ils ont fait de la merde, ils savent qu'ils ont fait de la merde, ce n'était pas l'objectif. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est montrer un maximum de bonne volonté. Malheureusement, il a fallu brûler la confiance que les gens ont pour en arriver à ce stade-là et de se rendre compte qu'il y a un énorme manque de communication et de contact avec Wizard. Ceux qui vont essayer de changer également, parce que c'est ce manque de... Salut Claire. C'est ce manque en fait de relationnel qui font que les gens ont perdu confiance et que le fiasco de l'OGL a pris une telle ampleur. Donc voilà, il y a un vrai souci de leur côté. En tout cas, Dixon l'a dit de manière très très claire. Et moi de mon côté, pour moi ça a été le message le plus salvateur. Il y a eu aussi pas mal de questions vis-à-vis du fait que c'est tout ce qui est accompagnement. Alors vous savez, donc aux États-Unis, il y a, j'ai oublié le mot maintenant, mais il y a en fait dans toutes les entreprises, il y a un accompagnement psychologique qui est proposé aux personnes qui vivent des moments difficiles, etc., et que pour les créateurs de contenu, ce n'est pas le cas, et que lorsqu'il se passe des choses comme ça. C'est quoi le fiasco de l'OGL ? Je te laisse regarder honnêtement, Godsby. Regarde ma chaîne YouTube, je veux dire, j'en ai parlé de long en large et en travers. Je peux pas revenir là maintenant en pleine explication du Summit en 1 heure. Je peux pas revenir en arrière sur tout ce qui s'est passé. Pour le coup, je vais vraiment te dire un truc que j'aime pas dire, mais renseigne-toi. J'en ai fait des vidéos, j'en ai parlé pendant des mois et des mois et des mois. C'est... Donc voilà. Et du coup, on va passer sur la dernière étape du Summit, qui est tout simplement le One D&D. Quels sont les grands changements ? Les grands changements de One D&D. Alors, on va préciser directement les choses. Donc pour Perkins et Crawford, Chris Perkins et Jeremy Crawford, qui étaient disponibles et qui étaient présents également. One D&D n'est pas une 6ème édition. One D&D n'est pas une 5.5. One D&D est du coup une édition révisée de la 5ème édition. Ce n'est pas une édition qui sera différente. Il a expliqué, vous allez pouvoir jouer avec tous les livres de la 5ème édition avec One D&D. Donc si vous voulez faire un personnage que vous aimez bien sur la 5ème édition avec le corpus de règles de One D&D, vous allez pouvoir le faire, ça ne change globalement rien. Évidemment, il y a des changements de design qui sont proposés, etc. Je vais juste boire un coup, attendez. Parce que je parle beaucoup là. Il y a donc plusieurs goals, plusieurs objectifs qui sont visés là-dessus. Mais overall, il n'y a vraiment pas grand-chose qui... Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas grand-chose qui va changer, mais il y a des changements de design, mais l'objectif, ce n'est pas de faire une nouvelle édition. L'objectif, c'est de faire des versions révisées avec beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus de travail, puisque la 5ème édition date de 2014. On aura donc pas mal de changements dans la manière dont ils développent les bouquins. Donc il y a eu pas mal de reproches ces dernières années sur la manière dont ils font le livre. Il y a des changements sur la manière dont les personnages vont fonctionner. Le nouveau Player Handbook sera beaucoup plus gros que celui de 2014. Il y a 12 classes, il y a 48 sous-classes et 9 espèces.
Donc il n'y aura plus le terme, hein, vous le savez, le terme race. Ils veulent utiliser d'autres termes et ils ont choisi donc le terme espèce. Il y a donc des nouveaux backgrounds, il y a des nouveaux sorts, des nouvelles types de magie, etc. etc. Ils aimeraient bien encore, surtout, travailler sur le fait que donc, les sous-classes soient beaucoup plus distinguables les unes des autres. Qu'il y aura peut-être plus de... Un beau bébé, effectivement. Ah oui, oui, non, c'est un gros changement. Il y a également beaucoup plus de place qui va être offerte sur le lore. C'est un gros souci qu'il y avait eu avec la 5e édition, c'est qu'il manquait une grosse partie du lore et que ça a dû être dilué dans d'autres bouquins, etc. à gauche, à droite. Maintenant, le lore revient vraiment de manière beaucoup plus importante dans le 1D&D. Et surtout, le grand changement, c'est le fonctionnement en fait des classes en elles-mêmes. Et du coup, ils nous ont parlé donc d'une nouvelle mécanique qui s'appelle donc le Mastery. Le Mastery, c'est quoi? Donc vous vous souvenez, vous aviez le bonus de maîtrise dans la 5e édition. Et en fait, le bonus de maîtrise va sauter pour pouvoir proposer donc une maîtrise. Une Mastery. Je ne sais pas comment le traduire en français, Mastery. Attendez, on va aller voir tout de suite. Mastery. Ouais, c'est une maîtrise aussi. Donc c'est pas un bonus de maîtrise, mais c'est une maîtrise tout court. Et en fait, cette maîtrise-là permettra, par exemple, de proposer des particularités pour chaque, par exemple, sous-classe, chaque arme et chaque build en fait que vous voulez avoir. Donc on aurait une masterclass. C'est un peu ça, voilà. Donc par exemple, vous pouvez être un combattant. L'exemple qui a été donné, c'était le combattant. Donc c'était par exemple, vous avez un combattant, maître des armes, un battle master. Et en fait, vous avez donc la possibilité de maîtriser plusieurs armes différentes. Et sur chaque arme, en fait, vous allez avoir la possibilité d'avoir une maîtrise qui est différente. Typiquement, il a dit, si vous êtes par exemple un combattant, maître des armes, et que vous choisissez de vous battre avec une lance et des dagues, eh bien, si vous avez la maîtrise des lances et des dagues précisément, en fait, ces armes-là vous permettent d'avoir des choses en plus. Et là, par exemple, il parlait donc des trucs, par exemple le cleave, une arme, donc les armes à deux mains. Certaines armes à deux mains ont la possibilité d'avoir la maîtrise de cleave. Et donc si vous avez cette maîtrise-là, ce mastery, voilà, il y a plus de nuances, exactement. Eh bien par exemple, vous allez pouvoir passer à travers un ennemi et peut-être en toucher même un deuxième. Et vous allez avoir donc ce truc-là qui sera débloqué uniquement pour vous. Et donc leur objectif, c'est d'avoir vraiment chaque sous-classe, chaque fonctionnement, d'avoir ses propres nuances et chaque propre spécificité qui permet vraiment de dire ok, là vous décidez de construire votre personnage de cette manière là et de également pouvoir laisser en fait le panel beaucoup plus ouvert sur la personnalisation dans cette sous-classe là. Donc c'est vraiment un gros travail sur les classes de jeu, sur un gros travail qui est mis en place sur vraiment la distinction, de pas avoir juste une classe qui est plus forte que toutes les autres. Vraiment ça va pas complexifier les choses, ça va personnaliser. Faut pas le voir comme étant quelque chose de complexe. En fait, leur objectif avec donc ce gros travail au niveau du design de 1D&D, c'est voilà, c'est de retravailler en fait sur cet aspect où si tu veux par exemple build un combattant ou un archer ou un magicien ou un prêtre, etc., de pouvoir le faire de manière beaucoup plus développée. Tout en retirant une grosse partie en fait des feats, etc., qui étaient un peu plus secondaires, parce que eux ils veulent vraiment que tu puisses par exemple te dire bah voilà, moi mon personnage c'est un combattant des rues. C'est un combattant des rues qui a appris à la dure, mais c'est pas un voleur, donc il a vraiment appris, c'est un truand des ruelles, hein. Il est spécialisé dans les dagues et il a l'habitude de s'attaquer aux gens, aux milices, parce que voilà, il est contre toute forme d'imposition de l'autorité, etc., etc. Et en fait, dans son bagage, il a l'habitude de maîtriser, par exemple, les dagues, les épées courtes, etc., etc. Et du coup, en fait, dans le développement de ton personnage, eh bien, la maîtrise sera vraiment va permettre en fait de débloquer ces options spécifiques à ton arme qui ne sera pas disponible par exemple pour un magicien, parce que le magicien n'aura pas accès à la maîtrise là. Par contre, le magicien aura potentiellement la possibilité de développer une maîtrise sur son bâton. La maîtrise du bâton lui permettra de faire des choses que par exemple le combattant ne pourra pas.
etc., etc. Donc il y aura vraiment un gros, en gros un panel de compétences, un arbre de compétences que en fait vous allez pouvoir choisir, plutôt que d'avoir en fait le classique à tel niveau tu as ça, à tel niveau tu as ça, à tel niveau tu as ça. Tu vois, comme il y avait eu en 5ème édition où par exemple niveau 3 tu obtiens ta sous-classe, niveau 4 tu as ton bonus d'habilité, niveau 5 tu as rien, niveau 6 tu as un truc de classe, niveau 7 tu as un truc mineur, niveau 8 ton bonus d'habilité. Enfin, je pense que c'est comme ça que c'est développé. Ici en fait tu auras la possibilité de vraiment personnaliser et de développer en fait ton personnage de manière beaucoup plus personnelle, un peu comme celles et ceux qui se souviennent, hein. Si vous avez joué à Diablo 4, si vous avez joué à Path of Exile, si vous avez joué à World of Warcraft à l'époque, si vous avez joué à League of Legends à l'époque, etc., etc., voilà. C'est pas des exemples qu'ils ont donnés, mais l'objectif c'est de pouvoir du coup personnaliser ton build et de pouvoir le faire donc comme tu le sens, et de pouvoir donc avoir une meilleure... En fait, leur objectif c'est que le joueur ait une meilleure main, une meilleure main mise sur la construction de son personnage. Donc voilà, c'est un gros changement en profondeur qui va être apporté. Voilà, je vois ici la propriété de maîtrise, graze, etc., etc. Les armes à feu vont être maintenant autorisées dans la 1D&D. Les armes à feu, donc tout ce qui est par exemple... Ça rend le gameplay plus fluide. Alors c'est pas une question de gameplay plus fluide, c'est une question de personnalisation. C'est-à-dire que si tu construis ton personnage mieux, eh ben en fait, globalement, comme tu connais et que tu as choisi ce que ton personnage est, tu es censé mieux le jouer et du coup mieux le rendre plus fluide si tu fais ton personnage. Tac tac tac. Il y a beaucoup de changements. Ils ont parlé donc pour le moine, ils ont changé il y a des changements qui ont lieu pour l'occultiste, etc., etc. Je vous rentre pas dans les détails. Je rentre vraiment pas dans les détails parce qu'il y a énormément de trucs à aborder et il faut que je fasse le plus court possible. Beaucoup de travail sur les créatures. Alors on a eu un premier coup d'œil sur la charte graphique de 1D&D, et on retourne sur une charte graphique qui est beaucoup plus mature. Pour celles et ceux qui ont un peu suivi, un des reproches de Donjons Dragons 5ème édition, c'était que tout ce qui était artwork et illustration, etc. faisait très Disney, clownesque, très léger, etc., etc. Et les quelques illustrations qu'on a vues, mon dieu, je vais pas vous mentir, j'en prends une là devant moi, ça rigole zéro. En gros, c'est pas un système de palier de niveau qui t'offre un panel de plus, mais plus une espèce d'arbre de compétences. Ce sera à première vue, ce serait à peu près ça qui serait proposé. À voir comment ils le développent, etc., etc. Du coup, donc voilà, tous les bouquins, donc voilà, je reviens là-dessus. Un gros retravail de la part des créatures. Ils aimeraient bien proposer un système de Apex, donc un système donc de monstres prédateurs, pour en fait avoir des créatures de base et de pouvoir par exemple en développer des créatures qui seraient de classe supérieure. Donc d'avoir en fait une évolution même des créatures même et de l'univers même pour en faire quelque chose qui se distingue des autres. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait une vidéo il y a très longtemps sur comment faire un boss à partir d'une créature, de n'importe quelle créature en fait du manuel. Ils aimeraient bien le mob Apex. Non, c'est pas ça. Mais ils aimeraient bien par exemple, je sais pas moi, vous avez le gobelin. Le gobelin, on va dire classique. Et en fait, là, vous aimeriez bien en faire un boss. Vous aimeriez bien en faire une créature un peu plus importante, un peu plus puissante dans votre histoire. Et du coup, ils vont vous proposer en fait des outils pour développer en fait cette évolution-là de n'importe quelle créature du manuel. Et ça, c'est très cool parce que ça permettra d'avoir vraiment des créatures qui ont vraiment ces une ou deux étapes supérieures. Et pas juste gobelin, piquier, archer, chef de clan, tu vois. Tu auras la possibilité d'avoir le combattant gobelin, genre red cap, enfin les red cap, j'ai oublié en français ce que ça dit, de pouvoir avoir des assassins avec aussi des améliorations, etc., etc. D'avoir donc voilà une possibilité de développer des créatures. Donc c'est vraiment le terme Apex Monster qui a été utilisé.
Et voilà, et du coup il y a plein de choses qui ont été changées. Aussi le DMG, le DMG, le Dungeon Master Guide, a énormément de conseils. En fait, le DMG va être plus un bouquin qui va proposer des conseils et des choses, par exemple pour tenir une session 0. Tout ce qui est, ça va être un livre qui va proposer par exemple des outils pour tout ce qui est safety, donc inclusivité, sécurité à la table, etc. etc., etc. Va proposer beaucoup plus d'éléments pour écrire et développer concrètement des scénarios. Donc on va retirer une grosse partie des mécaniques qui vont être mis dans le Player Handbook pour vraiment faire un livre focus uniquement pour le maître de jeu ou la maîtresse de jeu. Et d'avoir des conseils concrets sur la plupart donc des questions en fait que les gens posent quand ils veulent se lancer dans le jeu. C'est très MJ, voilà, débutant friendly. C'est ouvertement leur objectif. Ils se rendent compte avec le temps que les gens n'ouvrent jamais le guide, le Dungeon Master Guide. Et Perkins le dit lui-même, mon DMG, je ne l'ouvre jamais. Je ne l'ouvre jamais, je trouve. Il y a des choses intéressantes dedans, mais concrètement, je ne l'ouvre jamais. Déjà, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans en fait. Qui sait ce qu'il y a dans le Dungeon Master Guide ? Bah, pas grand monde. Et du coup, ils veulent justement en faire genre une référence pour que les gens puissent du coup avoir tous ces conseils-là. Par exemple, comment organiser le scheduling conflict. Par exemple, donner des propositions pour, par exemple, gérer les conflits au sein d'un groupe. Des conseils sur... par exemple, la gestion d'un groupe au niveau de l'agenda, des dates, etc. Leurs propositions, comment eux ils font, etc. Pour que les néophytes puissent se dire « Ah bah tiens, ça c'est pas mal comme idée ». Il y a comment lancer une campagne out of Steam, donc genre comment improviser, genre où trouver des idées et comment développer leurs trucs, et d'avoir en fait des schémas des schémas ou des articles qui leur permettraient en fait de commencer une campagne ou un scénario en improvisation. Et du coup de pouvoir les aider, les guider, en fait de faire un vrai guide du MJ et de pas avoir uniquement des listes d'idées et je sais même pas ce qu'il y a dans le DMG en fait. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui vont changer. Et c'est globalement, pour un résumé d'1 heure sur les 12 heures d'événements, voilà, ça c'est globalement tout ce qui a été établi. J'ai 15 milliards d'informations que je pourrais vous donner en plus, j'ai 15 milliards de données que je pourrais vous donner en plus. Je peux malheureusement pas le faire consciemment, là c'est déjà... Cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ce petit retour du D&D Summit vous aura apporté quelques réponses. Les grandes questions qui étaient évidemment les traductions, etc., c'est en cours de route. Le Virtual Tabletop, on n'a pas trop d'informations sur combien ça va payer, mais eux en tout cas voudraient éviter que ce soit un truc qui ne soit pas compétitif par rapport à ce qui se passe actuellement dans le milieu du jeu de rôle. Il y a eu beaucoup de règlements de points et la plupart des gens ont eu une réponse très claire sur le retour de l'interaction avec Wizards of the Coast. Donc on a eu enfin la possibilité, on a eu enfin donc des contacts. Donc moi j'ai des contacts maintenant chez eux où je peux leur envoyer des mails, etc. Ce que jusqu'à présent on n'avait pas. Il fallait passer par quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Donc voilà, leur objectif c'est vraiment de passer, de se développer et donc de prendre toutes les critiques possibles et imaginables. Moi j'en ressors déjà très fatigué. Je vais pas vous mentir qu'à la fin j'avais mon cerveau il était mort. Mais voilà, j'espère avoir pu vous apporter donc quelques éléments. J'en ai 15 milliards d'autres à vous proposer. On en parlera peut-être une autre fois. Moi je garde tout ça dans un coin. Et voilà. C'était le D&D Summit. C'était très très cool de pouvoir donc vous en parler de long en large et en travers. Je vous fais en tout cas bisous YouTube, parce que nous on va continuer en stream. Et j'espère donc que ça vous aura plu. Ciao YouTube. Dites au revoir à YouTube là, le chat là. Les quelques personnes dans le chat là qui sont pas encore en train de dormir. Est-ce qu'il y a encore des gens là sur ce stream ? Est-ce qu'il y a des gens sur ce stream
qui veulent dire salut. Voilà, voilà. Au revoir YouTube. Bye bye YouTube. Merci, merci, merci. À plus. Bye bye YouTube. Voilà. Allez, ciao tout le monde.